Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie sur les mesures et incertitudes. Et donc là, dans cette partie-là, on va s'intéresser donc à l'écriture du résultat d'une mesure. Alors, quelque chose que vous avez déjà vu depuis la seconde, on vous parle souvent des chiffres significatifs. Il y a encore quelques soucis, je trouve, des fois en terminale sur les chiffres significatifs. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire combien de chiffres on va garder quand on va faire un calcul ou une mesure. Par exemple, si je fais un calcul avec la calculatrice et qu'elle vous donne 8 chiffres derrière, est-ce qu'il est judicieux de mettre les 8 chiffres? Évidemment que non. Alors, combien on va en garder? Eh bien, tout va dépendre souvent de ce qu'on appelle dans l'énoncé, de ce que vous avez dans l'énoncé. Mais après, on va essayer de voir que sur une mesure directe, eh bien, c'est pareil. On va essayer de voir combien on va pouvoir garder de chiffres significatifs, c'est-à-dire combien de chiffres qui ont une véritable signification. Alors, la règle, elle est simple, hein. Tous les zéros qui sont à gauche, eh bien, ne sont pas comptés comme significatifs. Point. Voilà. C'est-à-dire que tout ce qui reste, eh bien, est compté comme significatif. Alors, vous pouvez noter donc, dans un nombre, les chiffres autres que les zéros placés en tête du nombre sont significatifs. Donc on va prendre quelques exemples, hein. Si vous n'avez pas le temps de noter, vous faites une pause. Donc, quels chiffres sont significatifs dans les mesures suivantes? Alors, regardez bien ici, U égale 5,02 volts. Je compte tous les chiffres ici, ça vous donne 3 chiffres significatifs, 3 CS. D'accord? Ici, la longueur égale 0,34, j'ai dit tous les chiffres comptent sauf les zéros à gauche. Celui-là il est à gauche, donc je ne compte pas, je compte le reste, il vous reste 2, ça vous donne 2 CS. D'accord? Ici, le temps est égal à 7,0 secondes. J'enlève tous les chiffres, tous les zéros qui sont à 0. J'en ai pas, donc je garde tous. Donc celui-là est significatif et celui-là aussi est significatif. Donc ici, vous avez aussi deux chiffres significatifs. Voilà. Alors maintenant, quand on va faire un calcul, et que dans l'énoncé, eh bien, vous n'avez pas forcément eh bien, le même nombre de chiffres significatifs, il y a une règle à connaître. Alors, c'est dans le cas de la multiplication ou de la division de deux grandeurs, le résultat a le même nombre de chiffres significatifs que la donnée qui en comporte le moins. Alors, donc ça veut dire que je vais toujours essayer de voir quelle est la plus grosse source d'erreur que j'ai dans mon énoncé pour la prendre comme référence. Alors donc, je prends un exemple, rien de vous un exemple pour ce genre de choses. Calculer l'aire d'un rectangle de longueur L égale 25,5 mètres et de largeur 1,2 mètres. Alors l'aire, c'est quoi? C'est la multiplication des deux, donc c'est 25,5 que je multiplie par 1,2. Et dans ce cas-là, je vais trouver, eh bien, mon résultat, la calculatrice va me donner 3,06 fois 10 puissance 1 mètre. Bien, ça c'est le résultat que vous donne la calculatrice. Maintenant, je dois savoir combien je dois en garder. Donc je regarde dans mon énoncé. Ici, regardez bien, j'ai 3 CS, 3 chiffres significatifs ici. Et ici, j'en ai 2. 2 CS. Donc moi, je dois garder eh bien, la donnée qui en comporte le moins. C'est bien ici, donc je vais garder que deux chiffres significatifs. Ça veut dire que je vais garder le 3 et le chiffre qui se trouve après. Le chiffre qui se trouve après, c'est quoi? C'est après le 0, pardon, c'est un 6. Donc je vais arrondir à l'unité supérieure. Enfin, au dixième, pardon, supérieur. Donc ça vous donne 3,1 fois 10 puissance 1 mètre. On peut, bon, moi je le mets pas toujours, mettre un environ ici pour dire que justement c'est environ cette valeur-là. La valeur exacte c'est celle-ci, la valeur environ c'est celle-ci, et donc moi par contre je vais utiliser cette valeur-là maintenant. Voilà. Alors, vous voyez ici, j'ai mis ça avec une puissance de 10. C'est quoi cette puissance de 10? Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'écriture scientifique ou notation scientifique. Alors, petit 2, c'est justement, ça va venir, donc ça fait cet objet-là. Donc je dois mettre, pas tout le temps, mais dans certains cas on peut le demander, et vous ça peut être exigé en terminale, et bien de mettre sous cette forme-là. Alors c'est quoi cette forme-là? J'ai ici un nombre, d'accord? Donc je vais l'appeler par exemple A, un nombre A, fois eh bien une puissance de 10 à la puissance petit b. Alors, le chiffre A, lui, par contre, ça peut pas être n'importe quoi, puisque lui, il doit forcément n'avoir qu'un seul chiffre avant la virgule. Ce qui veut dire que votre A, eh bien, il va être compris entre 1 et 10. Donc, avec A, pardon, faut que je le mette un petit peu là. Donc, avec A, qui va être compris entre deux valeurs, donc il doit être inférieur à 10 strictement. Par contre, il peut être égal à 1. C'est pas un problème, je vais avoir 1, et des brouettes, donc c'est pas un souci.
Donc ça va être compris entre 1 et 10, ça peut pas être 0 parce que justement il faut que ça veut dire que je ne serai pas ma virgule au bon endroit. Et puis B, lui c'est quoi? Bah, c'est un entier relatif différent de 0. Alors on peut marquer entier relatif différent de 0, c'est-à-dire en fait en appartenant à Z étoile. Voilà, comme ça qu'on note en mathématiques, ça appartient à Z étoile. Alors, donner la notation scientifique de ces chiffres-là, de ces nombres. Donc, c'est quoi? Bah alors, j'ai 76 567. Hein, vous savez que la virgule, hein, elle se trouve ici. Et ben moi, je peux pas avoir ça. Je dois avoir un chiffre qui doit être compris entre 1 et 10. Donc, je vais décaler ma virgule. Je vais la décaler de combien? Bah, si vous regardez bien, 1 cran, 2 crans, 3 crans, 4 crans. Donc, il va falloir que je multiplie par 10 puissance 4, ici, ma valeur. Donc, 7,6, 5, 6, 7 fois 10 puissance 4. D'accord? Ici, si vous regardez bien, vous avez combien de chiffres significatifs? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai ici, hein, c'est pas de demander, mais je vous le dis quand même, 5 CS. Quelle est la notation scientifique de 0,00450? Alors, ma virgule est ici, donc là par contre je vais vers la droite, hein, donc je vais plutôt faire des puissances de 10 négatives, hein, donc ça va faire 1 cran, 2 crans, 3 crans, pour que j'arrive ici, eh bien, à mon 4. Donc ça vous fait 4,550 fois 10 puissance moins 3. Alors là, par contre, je garde bien le 0 puisqu'il est marqué là. Hein, donc ça veut dire que ce 0-là, il est à droite, il est significatif. Hein. Les 0 qui sont ici n'ont pas d'importance, ils ne sont pas significatifs. Par contre, le 0 qui se trouve ici, lui est significatif. Hein. J'ai bien 3 CS à cet endroit-là. Voilà. Alors on arrive véritablement au point important, c'est la mesure et son incertitude. Si vous faites une mesure, par exemple vous mesurez la longueur d'un bureau, ça dépend de l'instrument de mesure que vous prenez, mais vous n'aurez pas la même précision sur votre mesure. Si vous utilisez quelque chose qui est gradué de 1 mètre en 1 mètre, bah, vous allez avoir une plus petite précision que si vous utilisez quelque chose qui est gradué de millimètre en millimètre. Et donc, quand on va faire une mesure ou même un calcul de toute façon, eh bien, il va falloir savoir quelle est, on va dire, la source, la marge d'erreur que l'on a, c'est-à-dire l'étendue de l'erreur. En gros, la véritable mesure, elle nous est complètement impossible à déterminer. La longueur d'un objet, jamais totalement on ne la saura. Par contre, on pourra dire que la véritable valeur eh bien, est toujours comprise entre deux, une plus petite et une plus grande valeur. Alors ça c'est excessivement important, hein. Par exemple si vous avez besoin d'usiner une pièce à un moment donné pour fabriquer quelque chose qui doit rentrer dans une autre, si vous avez des incertitudes qui sont de l'ordre de 1 mm, eh bien des fois c'est trop grand, il faut absolument avoir une incertitude de mesure qui sera beaucoup plus petite. Alors quand on va faire une mesure, hein, vous savez que globalement, par exemple si je fais par exemple une mesure de temps, hein, un exemple, si je dis t égale bien 15,3 secondes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire toutes ces grandeurs-là? Alors ça, hein, c'est ce qu'on appelle la grandeur. Ici, c'est la grandeur temps, d'accord? Ensuite, eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle la valeur. Et la dernière, ici, ce qu'on appelle ici, ça, c'est ce qu'on appelle l'unité. Alors, le fait de mettre ça de cette manière-là, ça voudrait dire que, eh bien, je connais parfaitement ma valeur. Or, ce n'est jamais le cas. 15,3 secondes, bah, ça dépend. Vous avez peut-être pas bien chronométré en appuyant sur le bon bouton. Peut-être que votre chronomètre a un défaut. Voilà, il y a tout à fait beaucoup de paramètres qui permettent de faire évoluer cette valeur. Et donc, on n'est jamais sûr complètement de cette valeur. La véritable valeur, c'est pas 15,3, c'est 15,3 plus ou moins quelque chose. D'accord? Et bien, ce plus ou moins quelque chose qui existe, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'incertitude type. Alors, cette incertitude type va nous permettre de savoir justement, eh bien, quelle va être l'étendue, on va dire, de la mesure véritable, dans quelle étendue se trouve la véritable mesure. Alors, imaginons que je décide, eh bien, de mesurer une grandeur. Je fais une mesure, je l'appelle grand M, par exemple. Eh bien, cette valeur que je vais prendre pour vraie, eh bien, elle va être égale à quoi? Eh bien, celle que j'ai mesurée, que je vais appeler M, par exemple, M mesuré, MES pour dire mesuré,
plus ou moins eh bien une incertitude type. Cette incertitude, je vais la noter U de M. Pourquoi U? Parce que U, ça vient de l'anglais qui veut dire uncertainty, donc incertitude en anglais, pour voilà, de M entre parenthèses, puisque c'est l'incertitude qui est liée à la mesure de M. D'accord? Donc maintenant, la véritable valeur, c'est celle que j'ai mesurée, plus ou moins ce que je ne sais pas. Et tout le reste va être de la leçon, va essayer de comprendre comment est-ce qu'on fait pour pouvoir savoir justement cette incertitude qui se trouve ici. Alors je mets une petite phrase quand même. Donc la mesure est le résultat d'une estimation de la valeur M mesurée, c'est petit m mesuré, donc ms, donc d'une grandeur grand M accompagnée de son incertitude type qu'on appelle U de M. Alors autrement dit, autrement écrit aussi, je peux aussi dire que eh bien, ma grandeur M est comprise entre deux choses. Elle est comprise entre quoi? Justement, ma mesure moins mon incertitude et de l'autre côté, ma mesure plus mon incertitude. Donc on peut dire que c'est égal à la mesure que j'ai faite moins mon incertitude type, U de M, et de l'autre côté, je suis compris entre M mesure plus mon incertitude type. D'accord? J'ai encore un autre moyen de dire que ma valeur est comprise. Mathématiquement, on peut dire que M va appartenir à un intervalle qui va être compris entre ma valeur mesurée moins U de M. Je mets des petits points, un point virgule ici, et ma mesure plus mon incertitude, U de M. Voilà, je finis avec mes crochets. Mathématiquement, c'est ce qu'on appelle ça. Alors cette partie-là, ce que j'ai fait ici, ça c'est ce qu'on appelle l'intervalle de confiance. Donc l'intervalle, il y a deux LE, de confiance. Ça, c'est mon intervalle de confiance. Ce que j'ai mis ici, c'est donc c'est un intervalle. Donc qui va me dire que globalement, je suis quasiment sûr que ma véritable mesure soit comprise entre ces deux valeurs-là. Alors j'ai oublié peut-être de mettre une petite légende ici, pour qu'on comprenne bien ici. Ça, c'est la valeur mesurée. Et ici, je vais le faire en orange, ça, c'est mon incertitude type. Incertitude type. Voilà. Alors je mets une info flash. Une info flash, ça veut dire que c'est pas à connaître, mais c'est bien de le savoir. En fait, mon intervalle de confiance qui se trouve ici, donc entre ma mesure moins mon incertitude et ma mesure plus mon incertitude, eh bien j'ai un certain pourcentage de chances que ce soit bonne. Si je dis que si je veux gagner un peu plus en confiance, avoir un intervalle de confiance va être sûr, par exemple être sûr à 95%, eh bien je peux en fait ici multiplier cette valeur d'incertitude par un coefficient. Ce coefficient, si je dis que c'est 1, on va dire que j'ai 68% de chance que ce soit dedans. Si je multiplie ici par 2, je vais avoir 95% de chance que ma véritable valeur soit dedans. Alors, je vais le lire directement. Donc, on dit donc, si on veut augmenter la probabilité, c'est-à-dire le niveau de confiance que la mesure vraie appartienne à un intervalle de confiance, il faut agrandir cet intervalle en multipliant par un entier k l'incertitude type U de M. Donc, il y a plusieurs types. Si je veux 68%, je garde le k égale 1, je multiplie par rien. Si je veux 95%, je vais multiplier ça par 2. Et si je veux un intervalle de confiance de 99%, je vais multiplier ça par 3. Voilà. Donc globalement, le plus utilisé c'est 95%. Si j'ai 95% de chance que ma véritable mesure soit dans cet intervalle-là, on est déjà plutôt bien. Alors ça c'est pas à savoir, c'est uniquement pour votre culture. C'était dans les anciens programmes, ça ne l'est plus. Donc je le mets quand même parce que on peut rencontrer ça dans d'autres matières. Donc l'intervalle de confiance avec des coefficients sur les incertitudes type, c'est tout à fait possible. Alors donc, la dernière chose que l'on va faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'entraîner justement à écrire des mesures de cette manière-là. Alors, zut. Donc comment je vais faire? Je vais être ici. Alors oui, j'ai oublié une petite chose, c'est attention. L'incertitude de mesure est toujours arrondie par excès en utilisant un seul chiffre significatif. Ça veut dire que ce truc-là, l'incertitude, je n'ai qu'un seul chiffre significatif, d'accord? Et si c'est arrondi, je dois toujours arrondir par excès, c'est-à-dire au supérieur toujours.
Et deuxième chose aussi, donc la dernière décimale de la valeur mesurée petit m et celle de l'incertitude U de m doivent correspondre à la même puissance de 10. Ça veut dire que cette mesure ici doit avoir la même décimale, doivent être arrondies au même chiffre que ce truc-là. D'accord? Les deux ici doivent être arrondis au même, à la même décimale, obligatoirement. Alors, plusieurs exemples. Premier exemple, eh bien, on vous dit, on mesure une tension U de 7,21 volts avec une incertitude type exprimée au dixième de volt près. Donc, ça veut dire que ma valeur U, je vais l'écrire en bleu, pardon. Donc, ma valeur U, eh bien, elle est égale à quoi? À 7,21, plus ou moins quoi? Bien, le dixième de volt près. Donc, le dixième de volt, c'est égal à bien plus 0,1. Ah, là le problème, si vous regardez bien, je suis ici à un chiffre après la virgule en volts, et ici je suis à deux chiffres après la virgule. C'est pas possible. Donc mon incertitude, c'est elle qui va déterminer le nombre de chiffres que je vais garder ici. Ici, je suis à un chiffre après la virgule, je suis obligé de mettre un chiffre après la virgule ici. Donc en fait, je ne vais pas marquer 7,21, je vais marquer 7,2. Puisque c'est mon incertitude qui dit, je ne peux pas avoir un chiffre de précision supérieure à mon incertitude, ce n'est pas possible, puisque c'est ça qui va me déterminer justement bien ma précision. Donc je peux mettre aussi après des parenthèses si je veux, et puis je peux marquer volt. Donc c'est comme ça que je dois la noter. Maintenant, deuxième exemple, on mesure une intensité I égale 0,1159 A avec une incertitude type de 0,03 mA. Donc, déjà, premièrement, on s'aperçoit que vos deux unités ne sont pas les mêmes. Bon, bah déjà, on va essayer de faire une conversion. Je vais dire que ça, par exemple, j'ai pas beaucoup de place, je ne pouvais pas faire autrement. Donc, I est égal à, si je convertis en milliampères, je sais pas que vous savez comment on fait, ça fait 10.3. Donc, 1, 2, 3. Donc, ça vous donne 115,9 milliampères. Bien. Maintenant, je pourrais écrire donc que ma valeur de I, c'est égal à quoi? 115,9 plus ou moins quoi? Bah mon incertitude, c'est-à-dire 0,03 mA. Donc je mets des parenthèses. Sauf que maintenant, est-ce que j'ai le bon nombre? Bah regardez bien, ici je suis à deux chiffres après la virgule, et là je ne suis qu'à un seul chiffre après la virgule. C'est ça qui prime. C'est ça qu'il faut avoir le même nombre. Et il faut en avoir le même nombre que ça. Donc je vais tout simplement en rajouter un seul ici pour que j'ai le même nombre de chiffres après la virgule. Donc j'ai bien 115,90 plus ou moins 0,03 ampères. Vous voyez bien que les deux ici doivent avoir le même nombre de chiffres après la virgule avec la même unité. Et dernier exemple, c'est on mesure une vitesse V égale 324 mètres par seconde avec une incertitude type de 29 mètres par seconde. Alors sur votre feuille, il y a une petite correction à faire. Vous avez marqué 30, je n'ai pas marqué 29, j'ai marqué 30, ça sera plus facile. Alors ce cas-là est plus compliqué, puisque en fait j'ai un souci. Le souci que j'ai, c'est que en fait mon incertitude type, elle ne doit comporter qu'un seul chiffre significatif. Vous voyez ici j'en ai deux. Alors je peux le faire en sorte de en mettre qu'un seul. Si je me mets par exemple, c'est bien égal à 3,0 fois 10 puissance 1, et si je supprime ce 0 là, j'ai bien 3 fois 10 puissance 1. D'accord? 30 c'est bien 3 fois 10 puissance 1. Ce qui veut dire que, ma vitesse ici 3,24, si je la mets elle aussi en puissance de 10, ça vous donne 32,4 fois 10 puissance 1. J'ai bien ici, comme j'ai dit, la même puissance de 10. Là j'ai 10 puissance 1, 10 puissance 1. Et donc je ne dois garder ici que le chiffre qui se trouve à gauche de ma virgule. Ce qui veut dire que ce 4 là, n'a pas de sens. Le 4 qui se trouve ici, je dois l'enlever pour avoir le même ordre de grandeur entre ma mesure et mon incertitude type. Donc voilà, j'ai beau avoir dire que ça fait 324, cette précision-là, elle est trop forte par rapport à mon incertitude type, et je vais donc obligé d'enlever ce 4 qui se trouve ici. Donc je vais dire que c'est 32,0 fois 10 puissance 1, ou alors 320 mètres par seconde. Alors je vais effacer ce que j'ai marqué là, parce que c'est pas très très joli. Voilà, donc ça veut dire que votre vitesse, c'est 320 plus ou moins 30 mètres par seconde.
Ici, vous voyez que mon incertitude me dit que je dois garder le chiffre qui se trouve ici ne peut pas exister. Donc je ne peux pas avoir une précision suffisamment importante pour ma mesure de vitesse, alors que mon incertitude, elle est à plus ou moins 30. Je ne peux pas dire que 4, c'est significatif, 324, c'est significatif, alors que finalement je suis à plus ou moins 30. Vous comprenez que ce 4-là, il est bien trop précis par rapport à ma mesure initiale. Donc en gros, je suis à 320, plus ou moins 30. Voilà, c'est terminé pour cette deuxième partie. Je vous donne rendez-vous pour la troisième partie, cette fois-ci qui va s'intéresser au calcul de cette incertitude type qui se trouve là.